Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Swanny Kanga, bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau du côté de chez Swan pour un nouvel épisode, malgré cette longue pause. Merci à vous, merci d'être toujours aussi nombreux. Merci la Belgique, le Canada, les États-Unis et puis la France entière, tous ceux qui s'arrêtent, qui parlent du podcast autour d'eux. Je suis également ravie de travailler avec beaucoup d'entre vous offline, en coaching one-on-one. C'est une expérience que j'affectionne énormément. Et pour cette reprise aujourd'hui, j'avais envie de parler de puissance personnelle, de puissance intérieure. Comment on se sent puissant lorsqu'on a été un petit peu façonné par le trauma de l'enfance. On a une vingtaine d'épisodes derrière nous, donc on a parlé de la nécessité de fixer des limites, du sentiment de honte, on a parlé de l'impact du trauma dans le corps et tous ces épisodes tentaient de désincarcérer notre essence, l'accès à ce pouvoir personnel, à ce sentiment de posséder de la puissance. Alors ça va être le sujet du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que la puissance ? Eh bien, le dictionnaire nous dit que c'est le caractère de ce qui peut beaucoup, de ce qui produit de grands effets. Autrement dit, la puissance, c'est tout l'inverse de la matrice traumatique. Cette matrice qui nous ploie, qui nous tord, qui réduit, qui contracte, qui avilit, qui vous rend plus petit en apparence, vous vous sentez insignifiant, ridicule, inutile, gauche, défaillant. Donc quand on y pense, le trauma, c'est réellement l'exact opposé de ce sentiment de puissance dont on va parler aujourd'hui. Et c'est très intéressant à regarder puisque lorsqu'on observe un enfant, un bébé, il cavalcade, il soulève, il apprend, il cherche, il se lance dans le monde avec une forme d'évidence, même si l'épigénétique pourrait un petit peu complexifier ce sujet. Mais on peut partir de l'idée que un enfant arrive normalement sur le mode de l'évidence. Et cette évidence, le dictionnaire nous dit qu'elle est elle-même le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a pas besoin de preuves supplémentaires pour en connaître la vérité, la réalité. Pas besoin de preuves. L'évidence, c'est quelque chose qui s'impose sans preuve. Être sur le mode de l'évidence, c'est donc une forme de puissance, puisque c'est dire « je suis, j'arrive, je suis certain d'être à ma place, je suis certain de pouvoir beaucoup, de produire de grands effets, ou alors je n'ai aucune raison d'en douter ». Donc avant le trauma, l'évidence. Avant le trauma, la puissance. J'existe, c'est moi, indépendamment de la perfection, indépendamment de la bienséance, de l'obligation d'être gentil, poli, d'aider les autres, d'être un sauveur, etc. J'existe, je suis. Je suis en positif, je suis en négatif, je suis en qualité, je suis en défaut. Et j'ai une forme d'indifférence par rapport à ces défauts. Je ne cherche pas à les cacher, à m'en défaire. J'existe de toute manière. C'est ce yin, c'est ce yang, c'est cet équilibre. Et puis, il y a cet événement ou ces événements qui vont affecter ma perception de cette naturalité aux choses. Une altération cérébrale qui se produit, non pas à cause de l'événement en lui-même, qui ne marque pas tout le monde de la même manière, mais à cause de l'effet qu'il va produire sur mon cerveau, mon système nerveux. Cette distorsion, ce changement d'état. Avec le trauma, l'état d'évidence, le caractère de ce qui peut beaucoup, tout ça est balayé et remplacé par un autre système. Et donc le cerveau va chercher d'autres voies de contournement pour tenter de pouvoir à minima, pour recréer une forme de sécurité dans le silence, dans la politesse, dans la gentillesse, dans la prudence, dans le fait de s'écraser même parfois face aux autres. Et donc le cerveau, là, il cherche simplement à me maintenir en vie, il ne cherche pas à me rendre heureuse, il le fait par défaut, c'est l'instinct de survie qui se calque maintenant par une forme d'action, de dompter l'autre, de s'assurer qu'il n'éructe pas, qu'il ne se mette pas en colère, qu'il ne soit pas mécontent de moi, je m'aplatis, j'adopte un espèce de schéma de soumission par défaut, je me fais petit, je réduis les champs du possible, et puis j'existe de manière beaucoup plus contractée. Et c'est un confort, une espèce de confort bricolé bis qui s'est superposé par-dessus la naturalité. Et comme je n'accède plus à cette neutralité, à cette évidence, je baisse le ton, je ronge mon frein, j'accepte un certain degré d'inconfort avec les autres, un certain degré de souffrance, je n'ose pas dire ce que je pense vraiment. Lorsque l'on me fait un reproche, j'ai l'impression que la vérité divine est tombée sur moi et que l'autre a raison par défaut, parce que je n'existe pas en tant qu'essence, mon identité n'est pas fixée, elle est sans cesse remise en question par les altermoiements des relations humaines, ce caractère de ce qui peut beaucoup qui est remplacé par le sentiment de ne pas pouvoir, et puis un sentiment
sentiment qui s'ancre dans la physiologie, dans le corps, dans la réaction du système nerveux. On ne fait pas juste que le penser, on le ressent. C'est vrai, je le touche, c'est ce cœur qui s'accélère lorsque je dois me défendre, donc il me dit on ne peut pas y arriver, c'est trop dur pour nous. Ça va être toutes ces réactions physiologiques qui vont donner un saut divin à cette reprogrammation qui pourtant est complètement erronée et qui est née d'un choc initial. Donc après le trauma, on ne croit plus pouvoir dire non, on ne croit plus pouvoir refuser, s'imposer, se mettre en colère et donc prendre de la place avec son opinion et ses sentiments. On vit comme à la lisière du monde. Et donc, la question que je voulais poser avec cet épisode, c'est comment récupérer cette naturalité, cette tranquillité, cette neutralité, voire cette évidence avec laquelle un enfant appréhende le réel en arrivant, cette puissance, et c'est ce à quoi on va tenter de répondre aujourd'hui. Un des chemins que la société nous propose pour trouver de la puissance, c'est l'apparence, c'est le statut social, c'est la CSP. La société nous dit que si les autres vous valident, vous désirent, vous veulent, vous êtes puissant. Et donc du coup, ça met la puissance à l'extérieur de vous-même, un peu hors de portée, puisqu'il faut constater l'approbation dans le regard de l'autre pour pouvoir ensuite générer une forme de puissance. La société nous dit, la puissance c'est la voiture, c'est la Lexus, c'est la maison, c'est les enfants qui font, je sais pas, moi, le conservatoire après l'école, la puissance c'est la destination des vacances, la puissance c'est le nombre de followers, c'est les formes, c'est les abdos, c'est à l'extérieur de nous-mêmes. Et moi, ce que je vais vous proposer comme vision de la puissance intérieure aujourd'hui, ce serait quelque chose de beaucoup plus intrinsèque. Et ma pensée, c'est que l'accès à la puissance est extrêmement simple. La puissance est encore à l'intérieur de nous après un trauma. Ce qui a changé, c'est la complexité, les détours, les contournements qu'on s'est imposés pour prendre le moins de place possible. Et je pense que c'est cette action de ronger son frein, de reculer, de ne pas écouter les signaux de notre corps, d'aller contre nos instincts intérieurs, je pense que c'est tout simplement ça qui nous empêche d'accéder à une puissance qui est déjà en nous, en l'état, juste parce que nous sommes des êtres humains et que tout le monde en a et que c'est quelque chose qui est comme un substrat indépassable et par défaut. Laisser la puissance advenir, c'est finalement renoncer à cet arsenal de survie qu'est par exemple le silence, ne pas dire réellement ce qu'on pense, avoir été trigger mais fait comme si de rien n'était pour ne pas créer de chamboulement. Je pense que ce sont ces actions qui inversent la naturalité de notre puissance et que l'action de la personne traumatisée qui veut reconquérir ce pouvoir personnel va être de désamorcer, de débrancher ces réactions de renoncement. Ça va être de se livrer une forme de guerre intérieure, une guerre personnelle pour ne plus être quelqu'un de gentil, safe, avec une action raisonnable, avec une action qui se fait en hypervigilance par rapport à son environnement. Je pense que ce sont des obstacles à notre puissance personnelle, puisque finalement, être puissant, c'est dire « je suis ». Je ne suis pas à travers ma gentillesse, je ne suis pas à travers mon renoncement et je ne suis pas à travers le consensus. Juste, je suis en l'état. C'est de venir s'intéresser à sa vérité intérieure, qui n'est peut-être pas consensuelle, qui ne va peut-être pas dans le sens de sa famille, de ses amis, de son entourage. Cette façon d'exister de manière unapologetic, sans se trouver d'excuses, sans essayer d'apparaître mieux, d'apparaître bien, d'apparaître moral, d'apparaître à la mode, je pense que la puissance, c'est d'oser simplement être soi. Même pas le soi en mieux, puisque ça mettrait encore l'identité à l'extérieur de nous-mêmes vers un Eldorado d'action idyllique qui ferait de nous quelqu'un de bien. Je pense que le chaos, je pense que la photographie de nous aujourd'hui détient déjà cette puissance et que l'obstacle à son éclosion, ça va être cette rationalité qui a été créée dans le magma traumatique. Il faut voir la puissance comme un état qui se trouverait de l'autre côté du renoncement, de l'autre côté du silence. On n'a pas eu les leviers sur l'avènement de cette sensation de faiblesse, de dépossession, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller récupérer cette façon d'être au monde et de le faire par l'action. Une tentative de reprendre le contrôle sur certaines réactions, en acceptant que cela se fasse dans la durée, et bien évidemment, mais que c'est possible. Comme si toute notre vie, notre cerveau avait créé une déviation, plutôt que de prendre l'autoroute comme les autres, il a créé des sentiers de traverse qui sont tortueux, qui sont pénibles, convaincus de ne pas pouvoir accéder à la même voie que les autres, parce que ces autres, on se figure qu'ils sont puissants par défaut, eux,
Ils sont hors champ pour nous. Et donc, 30, 40, 50 ans après, par survie, on continue d'emprunter ces voies de difficulté, puisque la route royale est supposément réservée à ceux qui détiennent le caractère de ce qui peut beaucoup. Et donc, comment sortir de cette transe traumatique, de cette forme d'hypnose ? Eh bien, en rebranchant le corps et en le réhabilitant. La personne traumatisée a l'impression qu'elle subit un vacarme intérieur, que c'est mal, que les autres ne le subissent pas et qu'il y a quelque chose à corriger en elle. Et donc, lorsqu'elle va avoir un trop-plein d'émotions, de réactions, de sensibilité, elle va se détacher de cette physiologie qui lui dit j'ai peur, qui lui dit je ne suis pas en sécurité, j'ai besoin de plus, je vais mal. Elle va se dire je fonctionne mal, les autres ont raison par défaut, c'est eux mon GPS, c'est eux mon repère. Il y a une coupure, un détachement avec son état organique, avec ses angoisses, et je pense que retrouver sa puissance, c'est se réincarner à l'intérieur de soi, en tant que soi, un soi qui n'a pas besoin d'être ratifié, qui n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur, qui n'a pas besoin d'être standardisé. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui me trigger, et quand je suis triggered, qu'est-ce qui m'apaise. Donc oui, il existe des voies pour rétablir sa puissance, et donc ça passe par le corps, qui est témoin de mes inconforts. Mon corps, c'est celui qui me dit quand on me parle mal, celui qui me dit « je n'ai pas aimé la façon dont cette personne t'a traité ». Et plutôt que de faire comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire de se dire « je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas être aussi sensible, je ne devrais pas, etc. » L'idée, c'est de se dire « c'est ma focale, c'est la focale sur laquelle je peux me baser aujourd'hui pour décider de l'action qui va suivre. » Lorsqu'on est convaincu de ne pas pouvoir beaucoup, on se dit « je me tais, je ne dis rien, ce n'est pas normal de réagir comme ça, la personne finira par s'arrêter, peut-être que je ne devrais pas en faire tout un plat. » Donc la scène 1 a deux possibilités. Soit je reste en pilotage automatique, je ronge mon frein, je me tais, je plie, je souffre en silence, j'essaye de faire comme les autres, je m'invente des excuses pour ne pas ressentir ce que je ressens en fait. Ou alors j'enregistre que quelque chose vient de biper, que cette chose est importante parce qu'elle bip, et qu'elle me signale un problème pour moi, qui n'est pas un problème pour les autres, ma région, la société, la mode du moment, un problème pour moi par rapport à mon histoire, et c'est quelque chose que j'expérimente réellement. Encore une définition, la réalité, c'est le caractère de ce qui existe effectivement. Donc lorsque je suis trigger, cette sensation physiologique, c'est la réalité pour moi. C'est peut-être pas la réalité pour les gens de ma famille, pour mon entourage, pour ce qu'on pense à mon époque. Cependant, c'est la réalité pour moi. Lorsque vous avez mal, ça existe, c'est donc la réalité. Et partir de ce point de vue plutôt que de celui qui devrait être à la place de cette réalité qui n'est pas basée sur votre histoire, c'est commencer à s'intéresser à cette puissance intérieure et aller la reconquérir, une réhabilitation personnelle à la fois. Donc si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne tente simplement, alors parfois par inadvertance, de plier votre sens de la réalité au sien, dans son intérêt, puisque ça vous permet de tolérer ce qu'elle vous impose. Donc questionner cette manière de pousser loin de moi ce que je ressens réellement est une manière de tenter de reconquérir sa puissance. Lorsque l'on ne nous considère pas enfant, on pense que c'est pas grave, après tout. Les autres ont raison, l'adulte a raison, maman avait sûrement raison, elle va avoir ses raisons. Et donc ce qu'on fait, en donnant raison comme ça à ceux qui nous chahutent, c'est que on annihile l'expression organique de ces atermoiements. Je regarde que j'ai mal, mais je retourne cette souffrance contre moi en me disant tu ne devrais pas souffrir. Tu devrais tout encaisser, tout aimer, tout accepter et ne pas faire de vagues. Il est là l'ennemi de la puissance. Et ça n'a rien à voir avec la CSP. Et donc, la puissance, dans ce cas, après avoir remarqué que mon corps signale une angoisse, un malaise, eh bien, c'est d'apprendre qu'aujourd'hui, à défaut de ne pas pouvoir faire disparaître l'alarme, eh bien, aujourd'hui, je peux m'imposer, prendre de la place avec mon inconfort, parler, placer une limite, car contrairement à la version de l'enfant, j'en ai les leviers. Il ne les avait pas, il ne pouvait pas se révolter contre ses parents, etc. Il en dépendait. Mais aujourd'hui, je peux montrer autre chose à mon cerveau, quitte à le mettre temporairement dans une forme d'inconfort. Donc, la puissance, elle est de l'autre côté de l'arsenal bricolé par notre enfant intérieur, par nos versions antérieures, qui nous a permis de survivre, certes, mais pas d'être heureux, pas d'être dans le bien-être. La survie est très précaire et l'idée de la guérison, c'est de venir récupérer des espaces de bonheur personnel. Ce bonheur passe par le fait de s'imposer, de s'exprimer, d'oser, d'être et de dire « je suis et je suis comme ça ». Et je n'ai pas à exister autrement, pour être digne, pour être valable, pour mériter le respect, pour mériter l'amour, etc. Donc, on revient sur les besoins, qui sont notre vérité organique, qui découle authentiquement de notre histoire.
Par exemple, si vous êtes comme moi hypersensible eh bien votre besoin, ça va être d'avoir un entourage qui sera en adéquation avec cette hypersensibilité, plutôt que la tentative de débrancher cette sensibilité viscérale. Et donc, à vouloir avoir un entourage qui est doux, qui est délicat, qui coopère, quelque chose qui paraît plausible, plutôt que l'idée de se dire je vais marcher avec tout le monde, faire comme si ma sensibilité n'avait pas lieu, et me retourner contre moi-même lorsque la réalité, de toute manière, tombera comme un coup près. Vous voyez, je perds sur les deux tableaux. Non seulement je m'impose des personnes qui ne sont pas adaptées, et en plus, lorsqu'elles me blessent, je me retourne non pas contre elles, mais contre moi, pour dire tu ne devrais pas penser comme ça. Donc je suis, ce qui veut dire que cette personne qui a mal, qui se blesse, qui ressent des triggers, c'est moi. C'est pas mal, c'est pas négatif. Respecter son intériorité, ses réactions pures, les laisser tranquilles, c'est ça la puissance. Ce n'est pas ne pas ressentir de triggers, c'est s'autoriser à exister avec ces triggers et à repousser les limites que notre système cognitif avait fabriquées pour accueillir la version de moi avec les triggers, avec les flashbacks émotionnels, avec la sensibilité lorsqu'elle se produit. Parce que lorsque l'on est comme ça, on se croit capable de tout exprimer, de tout ressentir, on ne censure rien, on est curieux de ses émotions, on ne les domestique pas, on les ressent, on les accueille, et pour pouvoir beaucoup, il faut déjà être beaucoup, il faut déjà s'autoriser. On ne peut pas être dans un sentiment de puissance lorsque l'on n'habite que 30% de sa maison intérieure, parce qu'on juge que ce sont les 30% dignes d'être montrés aux autres. C'est incompatible avec la puissance, l'auto-renoncement. La domestication de ses propres émotions n'est pas compatible avec la puissance. On n'arrive pas vers la puissance à travers la perfection, qui est encore un levier qui va manuellement essayer de bricoler une sensation de pouvoir sur soi. On ne cherche pas à cette neutralité, à cette évidence, à cette manière de s'avancer vers le monde. Et c'est vrai qu'en tant que sensible, on a souvent l'impression qu'on n'a pas les bonnes émotions. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que si vous ressentez quelque chose, eh bien parce que vous l'avez ressenti, cette émotion est bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est ancrée dans le réel et que vous n'êtes pas victime à ce moment-là d'un biais cognitif, mais ça veut dire qu'elle est bonne dans le sens où elle peut servir de point de départ vers la suite. Je m'arrête, je la regarde, je la ressens, elle est là, elle est juste, elle est bonne, elle est à sa place puisqu'elle me dit quelque chose. Elle me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui clignote dans le passé, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est réactivé par rapport à mon histoire, mais quand bien même ce serait l'information qu'elle me donne, puisque j'ai subi une enfance traumatique, il est bon à ce moment-là de la regarder, de l'écrire dans un journal, de faire avec et puis ensuite de la laisser partir. Mais essayer de l'effacer, de la corriger, de la remplacer par une émotion standard qui serait jugée adéquate, c'est ça le trauma en fait. Et c'est incompatible avec la puissance personnelle parce qu'on se dit je suis mal, je ne suis pas bien. On se contracte, on se rétracte, on se désavoue. Donc la colère, le ras-le-bol, l'amertume, tout ça c'est une zone de transit, c'est ces émotions qui passent à travers nous, qui nous racontent quelque chose. Les regarder, les légitimer, ne pas essayer la perfection lorsque l'on est en colère, c'est exercer une forme de puissance. Je suis au monde de cette manière aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en colère. Ça ne veut pas dire que l'on va faire quelque chose de néfaste de cette colère, on ne va pas donner une claque à quelqu'un ou foutre le feu à quelque chose, mais regarder l'émotion, c'est toujours dire je suis. Et quelque chose d'extrêmement sain sans lequel on n'accède pas à sa puissance personnelle, parce qu'on se rétracte et parce qu'on se renonce. La puissance personnelle, c'est s'autoriser. Donc c'est s'autoriser les disruptions pour poser des limites, s'autoriser qu'on a du mal à poser des limites mais qu'il le faut quand même, et puis s'expérimenter à 360 sans s'imposer une seule manière d'exister. Et c'est extrêmement important à comprendre avant d'entrer dans une relation. Autrement, qu'est-ce qui se passe ? Si j'arrive en me sentant délégitimée, je n'ai pas le droit de ressentir ce que je repense. C'est mal de se mettre en colère. Je n'ai pas raison, les autres ont toujours raison. J'ai tort de toute manière. J'existe mal, je ressens mal, je suis mal. J'entre dans la relation, je donne donc les pleins pouvoirs à l'autre de me dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, bien que ça se passe dans mon corps. Mais comme je me suis détachée de la véracité de mes expressions organiques, je crois l'autre lorsqu'il me dit que j'en fais trop, que je déraisonne, que je ne devrais pas dire ça, que je devrais accepter ceci et cela. Je n'ai plus de GPS intérieur si j'ai déjà désacralisé mes triggers, mes émotions, mes sentiments, en me disant c'est mal, mes émotions sont mal, elles viennent de mon trauma, donc c'est mal, donc c'est mal, donc c'est mal. L'autre a les pleins pouvoirs, il me dira ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et lorsqu'il me criera dessus et que cela va m'activer et que je me mettrai à pleurer parce que lorsqu'on me crie dessus c'est un trigger, eh bien je me dirai c'est pas qu'il me crie dessus le problème, c'est que je suis trop sensible.
Vous voyez comme c'est dangereux de se détacher de la réalité organique de son histoire et de la manière dont elle s'exprime et d'essayer de correspondre à un moule qui ne nous correspond pas plutôt que de se dire mais j'existe en fait et j'existe comme ça. Et j'existe comme ça lorsque je le cristallise, lorsque je le solidifie, lorsque je l'accepte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais me respecter, je vais respecter ma sensibilité et je vais me permettre de rentrer en résonance avec des personnes qui fonctionnent comme ça également et qui vont voir la dignité qu'il y a à exister de cette manière. Autrement, je me retrouve gaslighté, je me retrouve manipulé, embrouillé, perdu, affaibli, éloigné du sens de mon identité, et je donne à l'autre le pouvoir de me dire ce qui est juste pour moi, et la manière dont je mérite de recevoir ou de ne pas recevoir les choses. Et c'est comme si l'autre se retrouvait dans un cockpit, c'est mon avion, c'est le cockpit, mais il a infiltré cet espace de commandement, et donc c'est vous dire à quel point les besoins sont sacrés, personnels, intouchables, importants et cruciaux. Connaître ses besoins, et ne pas s'en éloigner une fois qu'on les a identifiés. Ne pas laisser les autres avoir un avis sur leur expression naturelle. Parce que c'est précisément comme ça que l'abus va naître. Dire je ne te donne pas le droit d'avoir des besoins, tu es une terrible personne parce que tu n'encaisses pas assez, tu en demandes trop ou pas assez, et donc, pour te punir, te corriger, te réveiller, je vais t'abuser. Je vais te critiquer, je vais te faire te sentir encore plus petit et te faire vaciller de chacune de tes certitudes jusqu'à ce que mon pouvoir sur toi soit établi et devienne ta seule boussole. Toute l'emprise, tout l'abus se situe là, lorsqu'on n'a pas d'espace sacré. L'espace sacré, c'est pas un espace saint, c'est pas un espace de justesse et de vérité absolue surtout. C'est un espace de reconnaissance de la manière dont je suis au monde. Et ça ne veut pas dire que moi, dans mon chemin personnel, je ne vais pas tâcher de retourner les pierres, d'aller en thérapie, de me comprendre, mais je vais le faire avec dignité, je vais le faire avec patience, je vais me donner de l'espace, je vais essayer de me comprendre, je vais essayer de me regarder à 360. Alors que si j'abandonne l'espace de ma dignité parce que je suis convaincu d'exister mal et de penser mal et de ressentir mal, eh bien je m'expose à la manipulation la plus cruelle. Donc étant donné que votre identité ce sont vos besoins réels, eh bien si on vous enlève la légitimité à en avoir et si on les touche, si on les rééduque et on essaye de les ratifier, eh bien vous vous retrouvez perdu, vous vivez dans la peur et c'est la voix de l'autre qui va dicter le tempo, y compris lorsqu'il n'est pas là, comme un virus dans votre tête, un programme qui va fonctionner et tourner sur lui-même. Et donc évidemment, lorsque c'est le cas, qu'on est dans du narcissisme ou de l'emprise, on recommande la thérapie, à chaque fois que c'est possible évidemment, ou tout le contenu imaginable pour progressivement désautomatiser les fausses sirènes de ce système insidieux. Donc si quelqu'un vous dit, puisqu'on parle de puissance personnelle aujourd'hui, tu n'as pas à avoir ces besoins ou ces réactions, pourquoi tu demandes de la douceur ou pourquoi tu n'acceptes pas que je suis comme je suis et que je peux faire ce que je veux. Si on vous dit tout ça, eh bien vous savez que l'arsenal de la manipulation est en place et que vous n'avez pas à accroître votre tolérance à la souffrance et à la brutalité, mais plutôt revenir à la simplicité de vos besoins pour vous permettre d'aller naturellement vers des personnes qui vont les comprendre. Parce que s'il n'y a pas de manipulation, pourquoi vouloir retirer à l'autre la capacité d'être ce qu'il exprime ? Si je ne bénéficie pas directement de sa soumission, pouvoir agir de la sorte et en profiter et faire de lui ce que je veux. Donc si la personne reste, c'est qu'elle tire profit de vous, elle tire profit de vous faire vaciller en se posant en dominance sur votre prétendue faille intrinsèque, alors que la simplicité, le bon sens, ce serait de se dire nous ne sommes pas alignés, donc chacun va continuer sa route. Si on reste pour vous domestiquer, pour vous contraindre, pour vous soumettre, punir, civiliser, on cherche à substituer votre identité, le caractère de ce qui peut en vous, pour le remplacer par les désirata et les délires de domination de l'autre. Donc être puissant, ça passera toujours par le fait d'exister en tant que soi, tout de suite maintenant, en tant que soi, pas le soi ratifié, amélioré, version de V3, V4, en tant que soi ici tout de suite, en acceptant de ressentir précisément ce que l'on ressent, sans changer d'avis sous intimidation. Être puissant, c'est donc pouvoir, c'est pouvoir être soi, pouvoir être sensible, pouvoir être traumatisé, pouvoir donc s'exprimer et être entendu, pas s'exprimer et être domestiqué, rabaissé, critiqué, acculé et diminué. Être respecté après avoir été entendu. On le voit dans les relations, c'est l'abandon de nos besoins au détriment de la carte postale, du fairy tale et du conte de fées de manière non genrée d'ailleurs. La magie, le prince charmant, ou alors pour les hommes, le côté sauveur pour pouvoir mériter l'amour de sa belle, tout cela, plutôt que de partir de son histoire personnelle, avec tout ce qu'elle a de typique, de sur-mesure, de chaotique, de beau, de flamboyant,
On part de ce que la société nous donne comme rôle, de la distribution, de la répartition sociale des rôles hommes-femmes, et on va donc vers la relation. Plutôt que de partir de soi, de son corps, de son système nerveux, de son histoire, de sa guérison, vers l'autre et vers la relation, on part donc de ces préconçus, de cette préfabrication, de cette projection de ce que devrait être mon rôle, ma place, vers la relation. Et donc, il y a quelque chose qui a été créé par les films, qui est déconnecté du réel, de manière factuelle et organique, mais on part de cette image et on la laisse nous dire ce que devraient être nos besoins, notre réaction, nos attentes, notre dynamique de couple. Vous voyez, ça vient de l'extérieur. Et pourquoi c'est important ? Parce que si la personne en face m'abuse, comme je ne suis pas connectée à mon identité réelle, qui vient de mon histoire et non pas d'un conte de fées, je reste par fidélité à cette espérance sociétale. Je me trahis, je trahis mes besoins réels en espérant que cette histoire, celle du conte de fées, des films, finissent par advenir au bout d'un moment, par ma loyauté vis-à-vis d'elle. Et donc dans cette configuration, mes besoins ne sont pas sacrés, mon corps n'est pas sacré. Ce qui est sacré, c'est la photo parfaite du conte de fées, alors qu'en réalité, le fairy tale, sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, ce ne sont pas les papillons dans le ventre, qui indiquent plutôt une peur viscérale, mais le système nerveux apaisé. Plutôt que de se dire, avec cette personne, mon système nerveux est apaisé, je ne suis pas en mode survie, je suis démobilisé, je suis calme. On va se dire, cette personne coche les cases du conte de fées. Et donc je devrais adapter mon corps et mes triggers et ma physiologie à cette personne qui sociétalement est acceptable pour moi. Et pourtant, le système nerveux, c'est lui qui contrôle notre bien-être général. Et donc répondre à ses besoins dans la relation, c'est aller vers une relation qui est en adéquation avec mon système nerveux, qui n'est pas le même que ma voisine, ou que la personne qui a fait tel film, et puis tel livre, etc. Prioriser la paix. Au lieu de partir de mon corps, de mon ressenti à la relation, je vais d'une attente, d'un scénario préécrit à la réalité. Et donc je suis malheureux, malheureuse, ça clash, et ça ne peut que clasher dans une relation où je suis hors de moi-même, et je cours après un modèle qui est dicté à l'extérieur, et une relation où finalement je ne suis pas en tant que personne. Et donc pour les 95% d'auditrices de ce podcast, imaginez, si vous êtes sensible, presque sans peau, à prendre le réel comme ça de front sans couche protectrice, imaginez un ou une partenaire qui vous voit, qui vous écoute pour vous comprendre, pas pour tout de suite trouver quelque chose à répondre, qui ne remet pas en cause la validité de vos émotions et qui cherche plutôt à comprendre d'où vous venez avec cette histoire. Et puis lorsqu'elle vous confronte, cette personne, imaginez qu'elle ne fasse pas preuve de cruauté, de brusquerie, d'extrémisme, de menace ou d'intolérance, mais que plutôt elle tente vraiment d'aller authentiquement vers vous en disant « ton point de départ, je le respecte, je le vois, c'est le point de départ à prendre en compte ». Et donc si ce que vous vivez est à l'opposé et ressemble plutôt aux 7 trompettes de l'Apocalypse, je vous laisse méditer sur cette dissonance. Comment voulez-vous vous sentir puissant lorsque l'on vous dit que vous ne devriez pas penser ce que vous pensez, lorsque l'on vous retire, encore une fois, à l'âge adulte, le caractère de ce qui peut beaucoup. La puissance, elle ne peut pas émerger dans la soumission, dans la passivité, en suivant le flot de l'autre, sa dictature. Et donc être heureuse en couple, c'est se faire confiance à soi d'abord, et à la pertinence de nos émotions et de notre ressenti. Parce qu'on va souvent entendre, oui mais c'est dans ta tête, oui mais et alors ? Dans la tête de qui ça devrait être pour que ce soit légitime et pertinent ? Si c'est dans ma tête, c'est déjà assez, et je peux prendre en considération cet état de fait comme quelque chose de valable, sur laquelle je base un raisonnement. Donc l'inconfort que vous ressentez lorsque vous posez une limite, l'inconfort qui est lié donc à la manière dont on vous a autorisé à vous sentir enfant, à vous exprimer enfant, mais ce n'est rien d'autre, ça n'a rien à voir avec l'idée que vous auriez tort de poser ces limites. À chaque fois que mon corps me parle, il me dit quelque chose d'important. Ces limites fait partie des besoins que j'ai. La possibilité de dire fuck off à une personne qui va trop loin. Toute la société est régulée de cette manière. Si vous conduisez d'une mauvaise manière, vous avez une amende. En classe, si vous parlez, vous êtes collé. Dans la relation, c'est l'idée qu'il ne faudrait pas avoir de limites. Il faudrait être cette madone soumise, sans règles, sans limites, sans mode d'emploi, qui doit tout accepter pour que l'autre se sente bien, jusqu'à l'écartèlement intérieur. Dans n'importe quel deal professionnel, on cherche un bénéfice d'égal à égal, quelque chose de mutuel et d'équitable. Et pourtant, dans la relation, c'est l'idée qu'il faudrait accéder à la partie la plus sacrée de moi-même, sans aucune guideline. C'est quand même assez étonnant. Donc votre boussole interne est tributaire de votre histoire. Sans elle, vous n'avez pas de repère sur vous. Et donc les limites sont une des conditions de la
puissance. Fixer des limites, c'est-à-dire lorsque vous voyez que quelque chose vous fait mal, vous irrite, vous met en danger, active quelque chose, une alarme, empêchez l'autre de le refaire. Empêchez l'autre de vous rebasculer dans cette précarité émotionnelle, prendre soin de vous et ne pas laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Et les limites, c'est finalement cette façon d'être au monde qui dit j'ai le droit de prendre de la place avec ce qui me rend confortable, en ajustant ce que j'autorise des autres sur la base de mon confort personnel. Et les limites sont importantes et elles sont individuelles, il n'y a pas de limite fourre-tout, il n'y a pas de limite pour tout le monde, il n'y a pas de code de la route des limites avec des métriques qui seraient les mêmes pour chaque individu. Et donc cette relation saine et équilibrée va être la relation où je peux poser des limites, me faire respecter et m'autoriser les conditions de ma puissance personnelle. Donc la puissance, elle a un prix, il faut parfois repousser les autres, les remettre à leur place. Il ne faut pas changer son script dès qu'on vous dit qu'il n'est pas valide. Et donc, elle est incompatible avec un corps stressé et angoissé. La puissance, elle se reconquiert également au niveau physiologique. Ça va être de la méditation pour certains, on en parle beaucoup, de l'EMDR pour d'autres, de la thérapie, de la respiration, du sport, de la solitude. Mais ce qui est évident, c'est que la puissance ne se réalise pas par défaut. Elle ne se réalise plus par défaut lorsque l'on est passé par la matrice traumatique. Et donc, il faut manuellement remettre les choses en place sur la base de ce qui nous permet d'être confortable et empêcher mon cerveau de dire ok quand il faut dire fuck off. Donc on ne pouvait pas dire stop lorsqu'on était enfant, on était livré aux affres parentales, mais aujourd'hui il est vital de le dire si on veut être en résonance avec cette idée de puissance personnelle. Parce que les gens ne s'arrêtent pas tout seuls, parce qu'ils ne sont pas bons par défaut et ne savent pas intuitivement ce qui est bon pour nous. Il faut aujourd'hui à l'âge adulte se dire que l'on n'est plus obligé de leur donner ce qu'ils veulent juste pour acheter la paix sociale. On ne peut pas se sentir puissant lorsque l'on s'empêche. Lorsque l'on s'empêche d'être sensible, écorché ou whatever. Fixer des limites, croire son corps, croire les indices qu'il nous fait parvenir, ne plus penser que l'on se trompe dans ce que l'on ressent. Et puis c'est vrai que les femmes ont été gaslightées à travers les siècles, et au point qu'elles ont fini de se méfier de leur propre corps, de leurs réactions, de leurs émotions, qui sont mille fois vilipendées. Et croire en son corps quand il vous dit tu as peur, tu ne te sens pas en sécurité émotionnellement, etc. Croire ses larmes, croire sa tristesse, c'est pas ce que l'on vous dit à la place de cette émotion. C'est cela, récupérer de la puissance personnelle. Poser des limites, écouter son corps, revenir à la rationalité, sortir de la pensée magique. Il changera, ça reviendra. Le sexe est ok. Si vous êtes dans une situation d'abus, que vous êtes humilié, bafoué, manipulé, évidemment que le sexe ne suffit pas. Parce que vous ne pouvez pas vous compartimenter. L'idée, c'est que la personne qui a accès à vous sexuellement sache vous placer dans une forme de sécurité. S'il y a manipulation, abus, brusquerie, etc., la guérison, la puissance, c'est de rallumer son alarme de survie à ce moment-là. Lorsque l'autre crie, fait peur, torture, pour dire je ne veux pas de cet autre à côté de moi, encore moins sexuellement, en me coupant de la partie qu'il blesse, et en prétendant qu'il y aurait une autre partie détachée de moi qu'il pourrait occuper en simultané, malgré la maltraitance, l'irrespect et l'abus. Et c'est pour ça qu'il faut retourner dans son corps, parce qu'il vous dira que l'autre lui fait peur, l'autre n'a pas les conditions de sa sécurité générale et affective et physique. Donc la dissociation est incompatible avec la puissance personnelle, puisqu'elle va nier, gaslighter notre expression organique au monde et tolérer l'intolérable, et garder près de nous ce qui devrait être éloigné. Donc tout ce qui vous sépare de ce que vous avez le droit de pouvoir ressentir s'éloigne de votre puissance personnelle. On l'a dit au début, la puissance c'est être ce que je suis déjà, pas une version idyllique, zéro souffrance, zéro contrainte, zéro complexité et zéro besoin. Revenir dans son corps, sortir de la dissociation, revenir à la bientraitance, accepter de supporter physiquement l'inconfort, de repousser l'autre, et de ne pas reculer, de ne plus dire autre chose que notre propre vérité. Et là me revient la responsabilité de me nourrir, de lire, de me renseigner, de parler à mon enfant intérieur et de me diriger vers cette puissance. C'est un processus qui est manuel, c'est un processus de désautomatisation, c'est même une forme de rébellion, mais avec une bonne nouvelle quand même, puisque votre corps est votre allié, et que si votre cerveau a oublié, lui se souvient. C'est pas mal qu'il se souvienne. Ça aurait été quelque peu dramatique que l'on ne se souvienne même plus physiquement de notre souffrance, tellement on l'aurait lissé, rationalisé et accepté. Il se souvient. Les larmes sont ce souvenir. D'ailleurs, le gaslighting est parfois culturel, sociétal et civilisationnel. C'est ce qu'on voit avec les discours féministes. On a l'impression aujourd'hui que ça fait un peu chier tout ça.
Et pourtant, heureusement que certaines d'entre nous ont accepté de tolérer l'inconfort de dire non, de fixer des limites quand même. Heureusement qu'elles n'ont pas reculé devant les intimidations, les railleries, même si on est encore loin du bout, mais sans ces femmes qui ont accepté de récupérer leur puissance coûte que coûte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Lorsque l'on est programmé à ranger son frein, il peut être tentant de se ranger du côté des gens qui disent « c'est bon, on a compris, MeToo et tout le bordel, ça suffit ». Mais qu'est-ce que ça rapporte au final de reculer ? Qui fait avancer les choses au final ? Ce sont ces femmes-là. Et comment ? Par l'action manuelle, pénible, de renverser le statu quo, parce que c'est nécessaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ce ne sont qu'aux femmes qu'on reproche cette intensité, d'en faire trop, de faire trop de bruit. Alors que ce que l'on voit des guerres aujourd'hui, et des valeurs virilistes, et de ce que ça cause comme destruction, on est étonné qu'il n'y ait pas de soulèvement de ces mêmes personnes face à la destruction réelle, factuelle, physique qui est causée par ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité de la guerre dans ces cas-là, mais pas de la guerre dans les discours féministes, vous voyez ? Alors que les femmes qui se dressent et qui essaient de se défendre, essaient de récupérer le territoire occupé de leur liberté intellectuelle, physique, etc. Elles sont spoliées factuellement, historiquement, donc de ce pouvoir, et s'entendre dire « Ah bah non, mais bon, faut la fermer maintenant, hein, ça fait un petit peu trop, chut, c'est bon, on a compris », quelque peu risible. Et donc moi je rêve d'un monde où les femmes n'auraient pas peur d'être seules avec des chats dans une maison, parce que ça me paraît finalement pas si effrayant que ça, et plutôt peur de se retrouver dans une relation qui leur fait du mal, dans lequel le gaslighting et la manipulation est comme un poison que l'on verse en continu dans leur âme, dans leurs convictions, dans leur rapport au monde. La puissance ne cherche pas à dominer, ce n'est pas un état sur l'autre, ce n'est pas une puissance sur l'autre, mais une puissance en soi-même qui nous fait dire « ce sont mes besoins, c'est ma vérité ». C'est mon histoire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos suggestions et vos demandes à swanikanga@gmail.com. Je vous laisse méditer sur tout ça et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle exploration sur notre univers intérieur du côté de chez Swan. Au revoir.